J'appelle maintenant Marika Frenette, présidente fondatrice du cabinet Wigwam. Je crois que l'intervention du jour est un peu la suite d'une intervention il y a 2 ans, un congrès qui se déroulait à peu près à la même date, Cities to Be à Angers, où vous avez annoncé votre souhait de créer un label « Ici, on n'a pas construit ». Ouais. Donc, alors je ne crois pas que le label existe, mais il y a déjà des projets qui y ressemblent. Merci Pierre-Yves. Oui, c'est exactement ça. Il y a 2 ans, je parlais devant 1700 personnes en disant que le vrai courage d'agir, c'était de développer en fait des approches dans lesquelles on allait valoriser le fait qu'on ne construisait pas là où on aurait pu, par exemple, rénover ou même mutualiser ou trouver une innovation pour ne pas avoir à construire. Ce qui est complètement antinomique dans notre secteur, puisque tous, en tant que professionnels ici dans la salle, on a été formés pour construire. Et j'avais été, je le dis, assez surprise à l'époque d'avoir 1700 personnes qui applaudissent, alors même que j'ai cru que j'allais me faire envoyer une volée de bois vert, comme on dit au Québec. Et le pire, c'est que je l'avais dit avec beaucoup, ceux qui étaient là, avec beaucoup, un peu d'irritation, parce qu'on avait travaillé juste avant à essayer de sauver ce que je dirais aujourd'hui l'usine Alcatel de 28 000 mètres carrés construite dans les années 90 et qu'on avait essayé de ne pas démolir, de ne pas faire démolir. Et donc, elle l'a été l'été dernier. Donc, on n'a pas réussi, mais vous verrez, il y a une belle histoire qui est sortie de tout ça. Et je suis ravie, merci Philippe d'avoir montré un exemple, c'est que finalement, on voit bien que le momentum est en train de changer. Et là, cette conférence est un peu la transition entre ce matin, la rénovation, et cet après-midi, le 9, il y a un entre-deux. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Ce dont je vais vous parler, c'est une méthode de pensée. Au départ, certains ont entendu parler des 3 R, c'est très vieux, hein, ça date de 20 ans, Reduce, Reuse, Recycle. Et on avait rajouté, il n'y a pas très longtemps, Rethink au début, c'est-à-dire avant même de faire quoi que ce soit, on est dans une période où on est pressé, mais il faut prendre le temps de réfléchir. On voit bien les sujets qu'on a vus tout à l'heure, c'est des sujets qui demandent du temps de réflexion alors même qu'il faut aller vite. Et la question de repenser, c'est la question de re-questionner. Le premier sujet, c'est bien de réduire, et je dirais presque renoncer. Philippe l'a présenté tout à l'heure avec poésie. Renoncer, c'est peut-être renoncer à l'œuvre architecturale qu'on aurait fait en neuf plus facilement. C'est peut-être renoncer même à construire pour un maître d'ouvrage, alors même qu'on a des bâtiments qu'on pourrait réutiliser, qu'on pourrait mutualiser entre une école, un centre de loisirs. Il n'y a rien qui fonctionne mieux que de le faire dans le même bâtiment. Et donc cette question du renoncement, elle n'est pas si simple que ça, surtout pour les professionnels qui jusque-là construisaient dans le neuf. Et on se disait, ben voilà, le sujet, c'est la question de l'énergie. C'est un vrai renoncement, cette image est assez forte, c'est l'idée de mettre sur pause, en fait, ces machines. Et avant même de se parler, de se raconter les bâtiments passifs ou de se raconter les bâtiments biosourcés, c'est de se dire, si j'ai entre les mains, en tant que collectivité maître d'ouvrage, la possibilité de transformer un bâtiment. L'usine Alcatel, c'est du tertiaire des années 90. Et l'idée, c'était d'en faire du logement. Ben, ce n'est pas simple de faire du logement dans du tertiaire années 90, mais la plus grosse colocation de Londres, c'est 400 colocataires qui habitent dans une même résidence. Donc il y a moyen de faire autre chose, mais forcément, il faut repenser et re-questionner. Le deuxième sujet, c'est de se dire réutiliser, réemployer. On parle des matériaux, mais on parle du bâtiment. Philippe en a parlé aussi tout à l'heure. Et j'aime bien ce mot réparer. On parle beaucoup des repair cafés, mais on pourrait parler des repair buildings. C'est comment on répare ce que l'on a déjà construit. Comment on en fait quelque chose, comment on rénove, on en parle beaucoup. Et je vous montrerai, moi qui viens du Québec, c'est vrai que la question de l'économie circulaire, du cradle to cradle, s'il y a bien une fierté que j'ai du Québec et du Canada qui n'est pas très exemplaire au niveau environnemental, c'est bien sur cette question en fait de la matière première secondaire. C'est comme ça qu'on appelle là-bas les déchets. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu cette vague de biosourcés. Elle arrive maintenant, c'est assez étonnant. On a toujours construit en bois, mais on ne savait pas que c'était du biosourcé. C'est une autre histoire. Et ce qu'on a eu comme influence des pays germaniques avec les matériaux biosourcés, elle arrive que maintenant là-bas. Mais pendant ce temps-là, c'est un pays, je regarde Laurent, où on parle beaucoup de l'esprit broche à foin des premiers pionniers, c'est-à-dire qu'on faisait avec ce qu'on avait, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et bien en fait, cette opération de confrères de l'œuf, ça s'appelle, c'est leur agence, Benny Farm, 2002, 400 logements, entièrement en réutilisant les matériaux qui avaient été sur place d'une démolition précédente, des logements pour les vétérans, donc c'est du logement social. Donc cette opération, vous irez voir sur Internet, il y a plein d'études de cas, elle a bientôt 20 ans. Donc la question de l'économie circulaire, en fait, elle arrive maintenant, la rénovation, mais en fait, ces sujets-là, ils sont dans l'air du temps.
Et vous avez en fait, vous allez voir sur Internet, vous avez notamment la réutilisation de la brique. Et je m'arrête là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, la plus grande difficulté pour les professionnels, c'est que nous n'avons pas encore de matériaux facilement sourcés qui sont un peu, entre guillemets, industrialisés. Là, quand vous avez de la brique pour 400 logements, vous avez une entreprise spécialisée dans le démontage de la brique, dans le tri, dans le nettoyage du mortier, et qui vous propose sur un catalogue en ligne les briques que vous voulez, de la couleur que vous voulez, même chose pour les parquets. Là, on a un gros retard aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas en fait, ces matériaux, et ce n'est même pas une question d'ATEX, qu'on n'a pas encore les industriels qui sont allés sur ce sujet. On a une chaîne qui s'appelle Mountain Equipment Co-op, c'est pas pour mettre en valeur les mecs, parce que ça s'appelle comme ça, Mountain Equipment Co-op, qui est une chaîne en fait qui fait des vêtements de plein air et qui dès le départ, une chaîne de vêtements très engagée en fait pour les activités de plein air non motorisées et qui dès le départ, à nouveau en 2000, dit nous dorénavant, tous nos magasins, ça c'est celui d'Ottawa en Ontario, tous nos magasins seront faits avec des bâtiments qui devaient être déconstruits parce que très, très abîmés, et on réutilisera, et donc on donnera aux architectes, au moment où ils construisent, la liste des matériaux qu'ils doivent réutiliser dans leurs futurs bâtiments. Donc, vous voyez, on est à cheval entre la rénovation et le neuf. C'est comment faire du neuf aussi avec des choses qui vont se développer. Donc, autre point important, je vais en parler tout à l'heure, tout ce qui est mis en avant est fait pour être déconstruit plus tard si besoin. Je remontrerai tout à l'heure l'exemple. Enfin, une cinquième étape, c'est la question de recycler. Donc, recycler, c'est soit avec des matériaux qui sont issus du déchet, ça je l'ai dit, on est encore un peu dépourvu en termes de sourcing aujourd'hui, ou recyclabiliser, mot très moche, mais qui veut dire comment on rend facile le fait de pouvoir le mettre dans un circuit de recyclabilité. Quand on a des matériaux qui sont collés, assemblés, difficiles à défaire, il y a des fortes chances que ça soit difficile en fin de vie de les recycler. Petit exemple de nos bureaux où on a réfléchi à cette question, mais c'est surtout, je voulais vous montrer que dans nos bureaux, on a utilisé un produit, vous voyez, typiquement qu'on ne peut pas trouver en France aujourd'hui. C'est une boîte qui s'appelle Smile Plastic, qui est basée en Angleterre, et qui récupère en fait des plastiques fins difficiles à réutiliser, type les pots de yaourt ou les petits godets de maraîcher. Demain, il n'y aura plus de pots de yaourt, il n'y aura plus de godets de maraîcher. Pour l'instant, il y en a plein. Et donc, eux vont les morceler en petites paillettes. Ils font simplement les fondre. Et en fait, ces panneaux, on les a au bureau depuis 5 ans. Ça ne bouge pas, quoi. C'est laissé tel quel. Tant qu'il n'y a pas d'émissions de COV, c'est hyper intéressant de travailler parce qu'on a trop de déchets qui ont été produits un peu partout. Et ce type de matériaux, on ne les a pas encore ici. Cette question de la déconstructibilité, c'est-à-dire de rendre recyclables les composants, elle est encore nouvelle. Les manuels de déconstructibilité existent dans l'industrie automobile, par exemple. On ne les a pas encore dans le bâtiment aujourd'hui. Ça paraît très choquant de dire attendez, on ne va pas déconstruire puisqu'on vient de construire. Oui, mais enfin, au bout de 40 ans, beaucoup de bâtiments aujourd'hui sont en déconstruction partielle ou totale. Donc en anglais, ça s'appelle Design for Disassembly. En fait, on design pour désassembler. Et donc, ça permet de faire, c'est exactement, vous tapez sur Internet, vous allez voir que dans l'industrie, c'est très, très connu d'avoir des carnets de désassemblage. On n'y est pas encore, mais on devrait y être, parce que si on veut être prêt pour 2050, alors on est prêt pour le fait que dans même pas 30 ans, on aura une partie de nos bâtiments dont certains composants devront être désassemblés. Donc, il faut y penser maintenant. La question du biosourcé, regardez, elle arrive en numéro 6. En ce moment, personnellement, je trouve qu'il y a une petite tendance à dire que dans le neuf, on fait des quartiers neufs. Et dans le neuf, maintenant, on fait du E3C1, E3C2 et c'est réglé. On appuie un peu de bois et la question du biosourcé permet de passer à la suite. Bon, on a vu avec la hausse du prix du bois que c'était compliqué, mais derrière, je n'ai rien contre le bois, je vis dans le bois, j'adore ça, je suis canadienne. Mais on voit que ça devient en numéro 6. Donc il faut vraiment se poser la question aujourd'hui de dire si demain tout le monde construise en bois, il y a la question de l'agroalimentaire, il y a plein de sujets derrière. Donc le biosourcé, oui, bien sûr, on a vu un super exemple tout à l'heure complémentaire, mais toujours se poser la question, si j'ai fait les autres stratégies et que je ne pouvais rien faire sur les autres stratégies, alors je peux attaquer cette stratégie sur le biosourcé et non pas en numéro 1, comme si finalement, en faisant du biosourcé, c'est bon, j'avais fait tout le job. Et je dirais, autre sujet important, ce qu'on appelle le rétro-commissionning. Tu as encore une dizaine de minutes, Parfait. Marika. Ok, j'allais vite parce que j'avais peur de ne pas tout dire. C'est bon, je vais voir mes sardines à la fin. Le rétro-commissionnement, en fait, qui est un mot très moche, on dit rétro-remise en service,
Dans la rénovation, on en a parlé un tout petit peu avec l'exemple de Crédit Mutuel Arkea, ça va être la question demain de bien suivre dès la livraison la maintenance, la performance du bâtiment, comme on sait le faire aujourd'hui dans l'aviation. Ça coûte des millions d'euros. On oublie l'impact carbone des avions qui est très important. Là, je parle de la question technique. Le secteur de l'aviation a des dizaines et des dizaines d'années d'avance sur la maintenance, qui est une question de sécurité, évidemment, des passagers. Or, immobiliser un avion, ça coûte des millions d'euros sur le sol. Donc, le but aujourd'hui de pas mal d'entreprises, c'est d'amener la maintenance de manière la plus optimale possible. Et donc, ça, c'est une start-up qui est en Hongrie, qui a développé en fait un système de suivi de maintenance très rapide avec des lunettes qui permet en fait de suivre. Bon, c'est très technique, là aussi vous pourrez aller voir sur Internet. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on n'en est pas là. On a dit tout à l'heure, récupérer les données, c'est déjà un sujet. Et donc en fait, on voit qu'on a encore du chemin dans cette question en fait de pouvoir rénover et que dans le temps, ce que l'on a fait soit vraiment performant. Dernière chose, et c'est là-dessus que je vous présenterai 2 exemples rapides, régénérer. On parle aujourd'hui de moins en moins de développement durable, je pense que vous l'avez remarqué. Pourquoi ? Parce que ça nous a amené là où on est, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de regenerative architecture and cities, tout simplement parce qu'on dit, en gros, à partir de l'opération sur laquelle vous travaillez, vous devez régénérer ce qui est autour. C'est-à-dire non seulement le développement durable, c'était mieux que ce qu'on faisait avant. Regenerative, c'est en fait, on a régénéré, on a remis plus qu'à nouveau tout ce qui était autour, et donc on a dépassé le périmètre de ce qu'on faisait. Dit autrement en image, ça dirait en gros, aujourd'hui, rénover quelques bâtiments, ça serait un peu ça dans le paysage urbain. Commencer à régénérer, c'est de se dire qu'est-ce qui fait qu'autour, j'arrive à étendre mon opération, peut-être avec un partenariat de mutualisation avec l'immeuble à côté, peut-être dans une réflexion de travaux groupés, de copro, peu importe. C'est tout de suite, je pense à élargir. Et puis, je pense à interconnecter, parce que dans la ville, c'est un réseau, c'est systémique, et si on se contente de faire îlot par îlot, on ne va pas assez vite. Et puis, quelque part, le sujet, il est vraiment sur l'ensemble du territoire. Donc, se dire que dans une opération, on a le pouvoir de mettre en vibration un territoire. Je vais vous le montrer après, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir si on veut sortir du développement durable et aller vers quelque chose de suffisant. J'ai travaillé au début du Covid, ça faisait partie des choses qui étaient sympas. On a perdu un concours sur lequel on a travaillé pendant 1 an à Rimouski, au Québec. C'était une opération sur réfléchir les écoles de demain vis-à-vis de la question, repenser les écoles vis-à-vis de la question de l'environnement, de l'alimentation et du sport. Et donc c'est important parce que c'est un architecte qui a lancé avec un cuisinier, un grand sportif, l'idée de repenser nos écoles pour qu'elles soient vraiment des lieux pour que l'enfant grandisse intérieurement et ne fasse pas qu'avaler des connaissances. Et ce qui est important en fait sur ce projet que je ne vais pas présenter dans tout le détail, c'est que vous avez en fait c'est comme ça que... Ah, ça n'avance pas en même temps, si. Vous avez en fait la localisation en vert à droite du terrain sur lequel avait lieu l'école. Donc autant dire qu'il est complètement excentré du quartier dans lequel les familles viendront. Donc il n'est pas en plein milieu, il est excentré. Vous êtes au Québec, les rues font 15 mètres de large, tout le monde a 2-3 voitures. Et donc la question de faire à pied, pourtant l'ensemble, vous avez vu du quartier, on peut le faire à pied, n'était même pas sur le sujet. Et ce que l'on a montré, donc c'est un bâtiment qui a été fait avec l'agence R2K qui est à Grenoble, et puis avec des architectes de Finlande et des architectes du Québec. On est arrivé 2e, donc malheureusement, vous ne verrez pas la réalisation terminée. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, on s'est posé des questions en se disant, dans le cahier des charges, était demandé que le bâtiment soit bas carbone. Dit autrement, là-bas, ce n'est pas la même dénomination. Et donc, travaillant avec des architectes qui connaissent bien le bois, c'est ce qu'on a fait. Ceci dit, je me suis posé la question de dire si on voulait que ce bâtiment soit dès maintenant 2050 compatible alors qu'il est neuf, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand vous regardez la question de l'impact carbone, vous avez les matériaux, l'énergie, mais vous avez aussi le transport de la maison jusqu'à l'école, puisque les enfants venaient tous en voiture, et le repas du midi, qui est souvent des repas en fait, qui sont congelés, décongelés, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on a regardé ? On a comparé le bilan du bâtiment et de son usage. C'est ça qui est important, en fait. On ne fait pas des bâtiments vides. Et quand on regarde bâtiment plus usage, ce qu'on voit, c'est quand la construction standard, là-bas, ce que l'on a livré au concours, c'est-à-dire on a pu travailler sur la partie bâtiment, et vous voyez que le matériau, ça n'a pas diminué tant que ça. Je vais vous montrer pourquoi. La question du projet pédagogique, là, ça devient intéressant, parce que dans le projet pédagogique, il y a la question de changer l'alimentation, faire du sport, vous voyez le lien avec la mobilité, et de repenser en fait l'ancrage du projet dans sa communauté.
Et pour autant, on n'y est pas, on n'est pas bon, on n'est pas capable d'être à l'objectif 2050. Et qu'est-ce qui se passe? On regarde, si on ne travaille que sur les matériaux du bâtiment, vous voyez ce que ça représente, le fait d'avoir fait une structure bois par rapport à l'ensemble de l'impact. Ce n'est pas énorme, parce que c'est que 15% en fait, des matériaux de la structure. Les systèmes mécaniques électriques, les fluides, représentent jusqu'à 50% d'un impact. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer? On peut justement travailler, et c'est là où, dans les calculs qu'on a fait chez Wigwam, on a pu prouver que le bâtiment très bien fait n'allait représenter que 5% de si on faisait un travail d'accompagnement sur la communauté. Et concrètement, agir avec impact ici, c'est de prendre la communauté en se disant si 50% des familles, on les accompagne pour que 50% de l'alimentation diminue en impact carbone, donc moins de carnet, et que 50% des déplacements se font maintenant à pied ou autrement, en fait, 95% de la baisse de l'impact se fera par l'accompagnement de la communauté. Donc vous voyez, ça c'est un exemple de comment on agit avec impact en partant d'un bâtiment, on impacte beaucoup plus largement. Donc on a présenté au jury, on a été arrivé deuxième, les citoyens sont venus nous voir après parce qu'il y avait une salle avec 100 citoyens en nous disant mais ce projet pour nous il fait sens, une école, la famille veut suivre derrière. Donc, il reste 2-3 minutes. Voilà. Donc, la dernière exemple rapide, c'est simplement la suite, c'est pour ça que je le mettais, c'est la suite en fait de Alcatel qui a été démoli. Le groupe Duret est venu me voir en me disant, en fait, on a un quartier sur lequel on voulait faire un éco-quartier, et puis, comme vous allez voir, il y a pas mal de bâtiments existants dessus, et jusqu'à maintenant, on n'avait pas fait le lien entre le fait de démolir et le fait de faire un éco-quartier derrière. Donc le Covid est passé par là, on nous a rappelé un peu tardivement. Aujourd'hui, je ne montrerai pas le plan masse puisqu'il est en étude, en fait il est en instruction au niveau de la ville. Mais ce qui est certain, c'est que quand on est arrivé dessus, on leur a rappelé qu'en gros, il y a 2 ans, donc on avait fait en fait un hackathon avec 6 écoles supérieures et on avait fait dans la carrosserie, donc qui était un lycée technique, on avait dit à des étudiants, une centaine d'étudiants, on est en 2040 et la taxe carbone est à 400 € la tonne. Elle est aujourd'hui à moins de 50 € la tonne. Et on leur a donné un budget et on leur a dit tout ce qui dépassera, de toute façon, vous aurez à le payer en taxe carbone. Et ça a été intéressant parce que c'était un exercice pour montrer que la meilleure manière de ne pas payer cette taxe demain, c'était de garder le maximum des bâtiments qui étaient existants. Et c'était l'idée aussi de montrer qu'il y a un lien entre le carbone, l'économie aussi, puisqu'on ne le voit pas encore, mais au Canada, la taxe carbone est en train d'appliquer aux bâtiments. Donc le zéro carbone va supposer de payer une taxe pour ce qui dépasse. Et donc on a simplement montré, en faisant des calculs, à notre maître d'ouvrage, voilà, si on fait un quartier standard neuf, voilà l'impact. Si on fait le projet actuel qui avait été prédessiné par l'agence, voilà ce que ça donne. En gros, il est 2025 compatible. Si on fait certaines mesures, c'est-à-dire pas tout démolir, on devrait être bon pour 2030. Et par contre, si on prend le temps de s'arrêter et de ne rien démolir pour le moment, on sera 2040 compatible en accompagnant les changements. On a quand même réussi à faire quelque chose, c'est qu'on ne va pas tout démolir. Et puis, le permis d'aménager a été fait que sur une toute petite partie pour se laisser le temps des 2 étapes, donc on le fera visiter. Ce qui est point important, c'est que pour terminer, agir avec impact, ce quartier qui était l'ancien lycée technique Saint-François d'Assise qui a déménagé depuis dans des locaux, où je suis maintenant marraine pour amener la question de l'économie circulaire dans toute la formation, bâtiments, éoliens et puis voitures. C'est grâce à la démarche qu'on a fait là. Donc, aller donner du temps pour enseigner aux professeurs de mathématiques, de philo, comment l'économie circulaire aujourd'hui peut-être dans toutes les matières. Donc je trouve que c'est un beau projet pédagogique. Ils sont en train de réfléchir pour que les jeunes en carrosserie arrêtent de travailler sur des carrosseries à réparer, mais changent aussi les moteurs demain, pour que l'éolien serve à autre chose. On aura peut-être ça dans le quartier, un morceau d'éolienne. Et voilà. Et donc en gros, pour terminer, on passera du No Build Challenge. Au début, c'était le WWF qui avait fait un jeu sur Fortnite. On passera No Unbuilt Challenge, c'est-à-dire ne pas déconstruire demain et penser régénérer. Je ne sais pas si ça va marcher. Marco, je me suis fait une copine avec le gars de vidéo. Regardez comme c'est beau. Du colibri au banc de sardines, c'est nous, en fait. Un banc de sardines n'avance pas avec un leader. Il avance grâce à un organe que nous n'avons pas, qui est une ligne latérale, qui lui permet de se mettre en mouvement en même temps que son voisin de manière synchronisée, simplement par le fait qu'il sent la différence de pression et de tension qui est entre les deux, ce qui lui permet de se défendre mieux, notamment vis-à-vis des requins. Soyons des sardines. Merci. Merci Marika.